je vous propose de commencer tout de suite avec cette première table ronde. J'ai le plaisir d'accueillir Claire Basini, directrice générale adjointe en charge du B2C, des activités B2C du groupe TF1, Michel Benzeno, directrice générale de Webedia, et Justine Rist, directrice générale France de YouTube. On va prendre de la hauteur. Merci à toutes les trois d'avoir accepté de confronter vos points de vue et de participer donc à cette table ronde d'ouverture pour véritablement poser les enjeux de cette matinée. Alors une matinée qui sera dense, je l'ai dit, une matinée qui sera riche aussi en acronymes, puisqu'il y a autant de termes que pour désigner toutes les nuances finalement qui permettent un petit peu de rendre compte de la manière dont la consommation de la vidéo en streaming sur l'écran télé notamment a évolué ces dernières années. Et nous, sans grande originalité, moi personnellement, j'ai préféré privilégier donc le terme CTV, qui me semble faisait le plus l'unanimité pour désigner donc toutes les tendances à l'œuvre. Mais pour être certain que nous parlons tous bien du même sujet, je vous propose peut-être de commencer un premier tour de table, ou en tout cas un premier tour de canapé pour évoquer donc votre définition personnelle de la CTV, et peut-être aussi nous dire, voilà, partager avec nous quelle est l'actualité ou le fait, le chiffre que vous retenez en 2024 sur le sujet. Et je commence donc par ordre alphabétique avec vous, Claire. Merci Clément. Bonjour à tous. Ce qui est frappant dans la CTV, c'est un essor permanent. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 85% des Français qui sont connectés à Internet par leur télé. Donc évidemment, ça ouvre un champ des possibles sur cet écran qui est assez incroyable. Ce qui est intéressant pour nous en tant que broadcaster, c'est que ça permet, ça soutient le développement de la consommation de contenu long en streaming. Pour donner quelques chiffres, aujourd'hui c'est 35% de la consommation totale vidéo des 25-49 ans, c'est déjà plus de la moitié de celle des moins de 25 ans. Évidemment, ces chiffres augmentent constamment. En parallèle de ces usages, c'est aussi l'essor de la publicité vidéo digitale. Et évidemment, pour un broadcaster comme TF1, c'est une grosse opportunité puisque même s'il y a un usage multifonction qui se développe, 80% de l'usage sur la télé, ce sont des contenus de broadcasters. Et donc, nous, dans ce cadre-là, c'est ce qui nous a vraiment inspiré pour lancer TF1+, qui est la plateforme de streaming gratuite du groupe TF1 et qui a pour vocation d'être vraiment le réflexe quotidien des Français pour le divertissement familial et l'information sur cet écran. TF1+, donc vous avez battu un record, il me semble, 35,2 millions, c'est ça, de visiteurs, enfin de streamers sur le mois d'octobre. Donc vous êtes, j'imagine, plutôt satisfaite en effet des résultats de cette nouveauté, de cette nouvelle plateforme. On est content en effet de nos premiers mois puisqu'on s'est lancé au mois de janvier, donc c'est tout récent. C'est vrai que pour donner quelques chiffres, donc en moyenne chaque mois, un Français sur deux vient sur la plateforme pour consommer des contenus. On a des usages, donc ça c'est des chiffres médiamétrie. On a des usages quand on regarde nos chiffres sur TF1+, puisqu'on a encore une autre plateforme MyTF1 dans certains environnements, qui sont à plus 60%. Et un chiffre d'affaires qui est en progression de 40% depuis le début de l'année. Donc en effet, sur l'ensemble des indicateurs, on est très satisfait et surtout, on continue à se développer, notamment sur l'écran télé. Aujourd'hui, l'écran télé, c'est 70% de notre usage. Et c'est vraiment voilà là où on veut mettre le poids du corps, parce que c'est sur cet écran qu'on a la meilleure expérience possible à travers notre catalogue de contenu premium. Merci Claire. Je continue donc mon tour de table avec vous, Michel, toujours par ordre alphabétique. Quelle définition donc avez-vous de la CTV, et pareil, que retenez-vous en termes d'actualité de cette année? Bonjour Clément, bonjour à tous. Peut-être avant de vous partager la façon dont je définirais la CTV, je pense que c'est fondamental de revenir sur la profonde transformation qui est en train de vivre l'industrie des médias. Une analogie qui est amusante, peut-être 20 ans après que celle de la musique ait achevé sa mue. Pour ceux qui s'en souviennent, les plus vieux dans la salle, la musique c'était il y a 20 ans Virgin Megastore sur les Champs-Élysées. Et c'est une industrie qui s'est totalement dématérialisée.
avec des fichiers musicaux qui sont distribués sur des plateformes mondiales, et ça a eu un impact majeur sur cette économie qui a explosé et qui a contribué aussi à faire émerger des millions d'artistes et des millions de créateurs. L'analogie est assez juste dans l'industrie des médias parce que aujourd'hui on passe plutôt d'un modèle de diffusion terrestre au digital. On constate évidemment que la consommation est de plus en plus délinéaire et on est plutôt dans une consommation on demand, et ça, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, assez challenging pour l'ensemble du marché. Pourquoi ? Parce que ça va remettre le poids du corps sur les formats, la force des formats à haute valeur ajoutée, aux mécaniques et aux promesses éditoriales fortes qui sont en capacité de réunir des millions de gens. Des nouveaux schémas narratifs, on va en parler, incarnés par des talents qui vont aussi comprendre les communautés digitales. Et pour moi, la CTV, c'est quelque part la dernière saison de la Starac avec des contenus inédits sur TF1+. C'est le spin-off d'M6+, je sais qu'ils sont dans la salle. C'est aussi les Loups-garous, on a vu le succès d'estime de Canal, mais qui est aussi accessible sur MyCanal. C'est l'interview face cachée d'Hugo Décrypte, qui est disponible sur YouTube, mais également sur France Télé en linéaire. Et puis c'est Grand Écran, qui est un format d'interview à la 7-8 produit par Allociné, qui on ne peut plus, une démonstration on ne peut plus parlante, qui est diffusée en format long sur le site d'Allociné, 20 minutes, sur YouTube, sur la chaîne d'Allociné, capsulée en format court sur l'ensemble de nos réseaux, et puis diffusée sur notre chaîne Fast TV via notre partenariat avec Samsung. Donc pour moi, la vraie question c'est, est-ce que c'est la télé qui se digitalise, ou est-ce que c'est le digital qui va plutôt pénétrer l'écran de télé? Pour nous, alors c'est un peu une réponse la Suisse, mais en même temps c'est très sincère. Je pense qu'en fait on a là le meilleur des deux mondes réunis. Pourquoi ? Parce que c'est le reflet des usages aujourd'hui. Et pour moi, la définition de la CTV, c'est celle qui embrasse le mieux la transformation numérique et qui va contribuer à la convergence des écrans. On a eu une très bonne illustration il y a quelques semaines avec Kaizen. Exactement, donc qui était donc diffusé d'abord au cinéma, ensuite sur YouTube et ensuite sur TF1 Plus et TF1 en linéaire. Donc ça c'est un très bon exemple en effet de ces frontières qui se brouillent. En effet. Oui, Kaizen est un bon exemple puisque on a donc cette épopée vertigineuse autour du récit d'Inoxtag qu'on a coproduit via notre structure de production IDZ. Et en effet, là on casse tous les codes habituels, et y compris dans les stratégies de fenêtrage et de chronologie des médias, puisqu'on part d'un format long de plus de 2h30, une œuvre cinématographique qui est partie du digital, et notamment évidemment une ode à YouTube, et qui en fait a fait son chemin, puisque c'est devenu un marqueur sociétal qui a touché 38 millions de personnes sur YouTube, qui est parti en fait d'une distribution au cinéma payante, avec près de 400 000 billets vendus dans plus de 10 pays. Donc c'est une première mondiale. Puis le lendemain sur YouTube, qui est, je pense, le meilleur lancement historique. Et peut-être tu peux rajouter que cette avant-première unique dans toute la francophonie, c'était une initiative qu'on avait construite ensemble avec MK2, le fameux YouTube Ciné Club par MK2 avec Webedia, qui était dans une logique de ramener les jeunes en salle, et ça n'a pas loupé, si je puis dire, puisque certains jeunes n'étaient jamais allés au cinéma, donc le lendemain sur YouTube, puis distribué sur TF1+, où je crois, Claire, tu peux confirmer, mais je crois que Kaizen est resté pendant plusieurs semaines dans les tops des contenus en termes d'audience, et enfin sur TF1 en linéaire, en deuxième partie de soirée, en cumulant linéaire plus TF1+, je crois qu'on atteint plus de 2 millions de contacts. Donc c'est la preuve qu'on est vraiment dans cette convergence des écrans. Et à l'heure où je vous parle, on est quasi sur le point de signer un accord avec une plateforme que je ne citerai pas pour une distribution SVOD 2 mois après la diffusion en salle. Donc ça permet de mettre aussi, je pense, l'un des éléments qui sera assez récurrent sur cette matinée, c'est le besoin d'hyper-distribution de ces contenus. On y reviendra. Justine, pour terminer ce tour de table, vous aussi qui avez de grandes ambitions aussi sur l'écran télé, vous l'avez rappelé la semaine dernière. Qu'est-ce que vous retenez justement? Quelle définition vous avez de la CTV et qu'est-ce que vous retenez de cette année 2024?
Déjà, moi, je salue ce plateau parce que je suis très fière de voir 3 femmes qui représentent, comme tu l'as dit, cette révolution. Donc, merci d'avoir merci d'avoir accepté. Ça, avec plaisir. Tu disais, Michel, et tu le disais aussi, fais mon micro. Ça commence. Donc, je pense que au-delà de la CTV, en fait, en réalité, il y a vraiment cette logique de révolution des usages. Et derrière, comme tu le disais, révolution de la création. Si on regarde du prisme YouTube, la partie visionnage de YouTube depuis un écran de télévision n'existait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un deuxième écran de consommation en France. C'est le premier dans certains pays comme les États-Unis. En France, c'est 35% d'augmentation du temps passé depuis 2 ans. Et comme tu le disais, Claire, et c'est ce qu'on observe aussi, ce qui corrobore cet usage depuis cet écran-là, c'est la consommation de contenu long, voire très long, Kaizen. Donc, on est vraiment dans une expérience du contenu et de l'usage qui est tout à fait complémentaire de ce qu'on peut avoir en mobile ou en tablette ou en ordinateur, avec des sujets d'audience conjointe, de transgénérationnel, etc. Mais derrière, ou peut-être devant cette révolution de la création que nous, YouTube, et alors je peux dire que moi, dans mon parcours professionnel, je l'incarne aussi, puisque je viens de la télévision. J'étais dans une chaîne une société de production qui s'appelle Endemol, qui existe toujours, bien sûr. Et donc, on voit à la fois bien sûr les acteurs traditionnels, historiques, chaînes de télévision, mais aussi toute cette nouvelle génération de création. Inox en est un représentant dans le monde du divertissement, dans le monde du documentaire, en France dans le monde de l'information, qui préempte cette écriture et ces nouveaux formats de narration avec, ce qui est fascinant en effet, une circulation des contenus, une circulation des œuvres qui s'affranchit de toute frontière. Et ça, c'est extraordinaire, puisque, alors je vais pas repartir sur le chemin de navigation de Kaizen, montez bien votre main sur le micro. Pardon. C'est moi qui me coupe, c'est moi qui vous auto-censurez pour l'instant. Mais lorsqu'on voit comment, par exemple, si on regarde la manière dont les chaînes de télévision utilisent YouTube, toute la valeur patrimoniale des œuvres, je pense, voilà, je sais pas, je pourrais citer les 15 saisons de Plus belle la vie sur YouTube, toutes les historiques de Faites entrer l'accusé, Ardisson qui travaille avec Lina sur son Harditube, mais aussi, tu le disais, des talents qui viennent de YouTube, comme Hugo Décrypte, qui travaille maintenant avec France Télévisions, une figure de la télévision, Faustine Bollard, qui a créé son Safe Zone avec Newen, de la maison TF1, qui maintenant est racheté par France Télévisions. Donc c'est formidable de voir comment toute cette création circule, se nourrit, un peu création traditionnelle historique et nouvelle endémique, dans des nouveaux équilibres, et puis finalement tout ça drivé par les usages. Donc nous, bien sûr, on travaille beaucoup sur l'expérience des utilisateurs en télévision connectée. C'est un enjeu de navigation, de circulation, de fluidité, et on travaille très étroitement avec les constructeurs, avec les opérateurs depuis de nombreuses années là-dessus. Claire, on l'a rappelé, donc TF1 qui diffuse Kaizen, qui diffuse aussi certains contenus, et notamment je pense à la Star Academy ou encore à des news de JT sur YouTube, ou encore qui diffuse, qui a intégré Arte à TF1+, et Arte qui en effet une utilisation aussi, une programmation dédiée à YouTube. Donc on voit que ces frontières sont de plus en plus floues. Comment est-ce qu'on fait pour se distinguer finalement, à la fois sur l'offre de contenu, mais aussi j'imagine en termes d'expérience utilisateur, c'est aussi quand même l'un des enjeux. Alors, nous, on a un modèle assez singulier finalement, puisque on est à la fois un média, et ça nous engage à plus d'un titre, hein, puisque on finance la création française et européenne à hauteur de 25% de notre chiffre d'affaires, donc c'est plus de 400 millions d'euros chaque année qui sont investis dans la création, c'est 1 milliard d'euros qui est investi sur notre ligne de programme, et ce qui est particulier aussi maintenant, c'est qu'on est en même temps une plateforme. Et donc, ce qu'on essaye de faire avec ces deux canaux, c'est on ne les oppose pas, on les développe en parallèle. Et tout le sujet, c'est comment on pense une ligne de programme commune qui est construite autour de marques programmes d'IP extrêmement puissantes qui vont réussir à fédérer les Français. Et voilà, avec une ligne de programme qui est très haut de gamme. Et donc, pour ça,
c'est essentiel pour nous que le développement dans le digital nous permette durablement de continuer à financer aussi cette ligne de contenu premium. Et donc tout ce qu'on essaye de faire, c'est en effet, si on prend l'exemple par exemple de la Star Academy, sur la chaîne TF1, il y a bien sûr les quotidiennes, les primes, mais évidemment une chaîne, c'est une programmation, donc c'est certaines contraintes. En digital, l'idée, c'est de vraiment proposer une expérience la plus profonde, la plus immersive, et qui reprend aussi les codes du digital. Donc il y a aussi un aspect plus fonctionnel. Donc on a des contenus exclusifs, on a une chaîne live en direct du château de la Starac tous les jours. On a des interviews exclusives. On a aussi la possibilité d'interagir avec les candidats, avec les profs. Voilà, c'est ce genre de choses qui nous permet de fédérer 6 millions de personnes autour de la Starac sur les réseaux sociaux et en un petit mois d'avoir déjà plus de 50 millions de vidéos vues sur la Starac. Alors, il y a des programmes type Starac, en effet, qui sont donc très forts et qui arrivent à rassembler une forte communauté de fidèles autour d'eux. Il y a l'investissement dans les médias, donc dans la rédaction, la news, qui reste aussi quand même un produit d'appel, si on peut dire, pour les broadcasters, qui est assez puissant. Le sport aussi pendant longtemps, mais on voit que petit à petit, les plateformes aussi ont des ambitions. Enfin, on rappelle Amazon sur la Ligue 1, notamment l'an dernier, même si d'un point de vue économique, ça n'a peut-être pas été un succès pour eux, mais en tout cas, les audiences étaient là. On voit Netflix qui met en scène le retour de Mike Tyson sur le ring. On voit aussi de plus en plus, et on en parlera dans la table ronde dédiée au contenu, mais une velléité d'aller sur de la news, du fait divers, ce type de contenu. Donc j'imagine que voilà, il y a énormément à faire quand même pour se distinguer et pour continuer à garder cette avance sur la concurrence. Alors il y a plusieurs choses. C'est vrai que nous aujourd'hui, historiquement et durablement, on a une ligne éditoriale qui est extrêmement variée, avec évidemment du live, du show et de l'ultra qualité, notamment en fin de journée et au moment du prime. On a de la news, on a du sport, voilà. Et ça, c'est des grands événements qui fédèrent massivement les Français et les francophones à certains instants T en live. Mais on a aussi voilà cette volonté de penser les choses, notre ligne de contenu, notamment sur la fiction française avec beaucoup d'ambition, la fiction étrangère, le cinéma, pour que ça fonctionne en linéaire et en digital. Et là-dessus, deux choses. Moi, je dis souvent, pour rebondir sur ce qui a été dit, que le linéaire, c'est un peu notre sortie salle à nous. Donc, ça permet de créer très rapidement une notoriété et tout un écosystème marketing autour d'une marque programme qu'on va après trouver sur TF1+, en digital au moment et sur l'écran de son choix. Donc ça, c'est très important. Et l'autre chose, nous, notre approche, il y a les événements, donc Ultra Quali, notamment autour du sport, des grands événements comme les Energy Music Awards, et bien sûr l'information. Mais après, sur tout ce qui est divertissement et fiction, qui sont vraiment le cœur de réacteur du linéaire et d'une plateforme de streaming, on travaille aussi sur le fait d'avoir des rendez-vous. C'est sérialisé en fait, et c'est pensé avec des rendez-vous qui sont tous les jours, toutes les semaines. Et ça, c'est aussi un facteur clé de succès d'une plateforme de streaming. Aujourd'hui, on est par exemple les seuls à proposer 3 séries quotidiennes qui sont un facteur clé de succès en digital. Aujourd'hui, la consommation en moyenne le digital représente un peu plus de 30% des usages sur nos feuilletons, par exemple. Et on est la seule offre à avoir ça. Les plateformes de streaming payantes n'ont pas ce genre de proposition où il y a vraiment tous les jours de nouveaux épisodes, des rendez-vous. Alors, il y a donc les créations originales, il y a aussi des contenus finalement qui reviennent qui étaient dévoilés en télé de ces dernières années, qui reviennent aussi sur les plateformes, et des contenus aussi issus du digital. Je me tourne vers vous, Michel, peut-être vous qui, donc vous l'avez rappelé, votre force finalement c'est la création aussi de contenu, et de plus en plus vous éditez des chaînes fast que vous distribuez notamment sur Samsung TV+, et sur d'autres environnements. Mais comment est-ce que voilà votre stratégie a évolué dans cet environnement finalement qui est de plus en plus multiple? On sait que c'est vraiment aussi le contenu qui va attirer les audiences, et Kaizen en est
on est la preuve puisque finalement certains sont allés au cinéma payé alors que le contenu était disponible le lendemain sur YouTube. Comment est-ce que votre stratégie a évolué? Comment est-ce que vous priorisez finalement est-ce qu'il y a une priorisation des plateformes quand vous développez un nouveau contenu, ou est-ce que vraiment toutes sont pensées en simultané, finalement en parallèle? Alors, j'ai parlé de la révolution et la transformation numérique des médias. On a donc de facto en 2024 accéléré nos capacités à produire, à concevoir, imaginer des contenus en hyper distribution. C'est vraiment le cœur de la stratégie du groupe, c'est de vraiment, dès l'origine de nos formats et de nos contenus, les penser pour qu'ils soient distribués le plus largement possible sur tous les écrans, de TikTok en passant par Netflix et TF1. Et par ailleurs aussi, on a cette année accéléré aussi la convergence des formats courts et des formats longs. Parce que encore une fois, Kaizen, un documentaire de 2h30 sur YouTube, mais également une stratégie autour des shorts qui nous a permis aussi de faire progresser en organique l'ensemble de nos créateurs. Donc il faut avoir cette agilité et cette hyper distribution, que ce soit des formats qui sont produits avec nos journalistes, nos producteurs ou des créateurs et des marques, on le fait voilà, pour qu'il soit le plus largement distribué, y compris internationalement d'ailleurs, avec la plus grande intimité avec l'ensemble de nos talents, et un maximum de data aussi pour anticiper les tendances de société, comprendre nos communautés. Et donc cet axe de distinction très fort, il va aussi embarquer les marques dans notre modèle économique. Pourquoi ? Parce que on a aussi l'ambition de diversifier nos revenus. Et cette hyper-distribution, elle va permettre aussi aux partenaires, aux marques, d'être multi-intégrés dans des contenus de très haute qualité. Et nous, on considère en tant qu'acteurs du divertissement qu'on a aussi une sorte de responsabilité vis-à-vis des marques, de leur offrir une expérience de divertissement qui soit le moins intrusif possible et qui soit un garant de l'attention et de la qualité de l'engagement. Et donc voilà, c'est ce qu'on fait tous les jours. Quand Orange est partenaire de Kaizen et que Kaizen a touché, c'est transgénérationnel, c'est-à-dire vraiment les plus jeunes, les plus vieux, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un message lié à l'émotion et à porteur de valeur autour de la déconnexion, se reconnecter à la famille, à la nature. Et donc, on a créé un film publicitaire pour Orange dans le décorum de l'Everest qui prône cette déconnexion. Et voilà, et c'est une façon pour nous de se distinguer, de se dire que des contenus hyper distribués qui vont promouvoir et contribuer à mettre à l'honneur la création, la créativité, c'est aussi pour les marques des formidables opportunités d'aller créer des schémas narratifs complètement intégrés et différents. Alors, la qualité donc de ces contenus, on l'a rapidement évoqué, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler très souvent aussi à l'occasion de cette matinée, toute la puissance data qui va aussi permettre d'aller accompagner cette fois les annonceurs dans le ciblage de leur campagne et la mesure de la performance, tous les nouveaux formats aussi qui sont susceptibles d'accompagner le développement de la CTV. Est-ce que voilà, vous avez Justine des priorités? Est-ce qu'il y a des éléments vraiment indispensables sur lesquels vous allez travailler en 2025 pour continuer à attirer les annonceurs? Déjà, je veux juste revenir sur nous, nos priorités. Notre priorité, c'est de soutenir la création. Et quand on est en France, c'est soutenir la création française. On a ici, j'allais dire sur le plateau, de très bons exemples d'acteurs clés de la création plus historique, traditionnelle dans le sens chaîne de télé, et puis nouvelle création dans le sens endémique. Le rôle de YouTube, c'est de créer une destination vidéo qui est comme un véhicule à tous ces contenus, à toutes ces œuvres. On a deux piliers fondateurs pour réussir cette mission. Un, c'est un modèle économique qui, je le rappelle, d'abord est unique à YouTube, de reversement de plus de la moitié de notre chiffre d'affaires aux détenteurs de chaînes YouTube. Donc c'est comme ça que d'ailleurs s'est créée cette fameuse créateur économie dont on parle. YouTube, on va fêter nos 20 ans l'année prochaine. Et des talents qui ont démarré il y a 10 ans, aujourd'hui ce sont des studios, ce sont des boîtes de prod, ce sont des médias. On fait un exercice depuis plusieurs années de rapport d'impact économique pour voir quelle est la contribution de YouTube sur l'écosystème français. Cette filière-là de la création endémique, elle représente 20 000 emplois équivalents temps plein.
Donc ça, c'est important. Comment on s'inscrit dans cette logique-là, c'est en travaillant avec toute la création avec un C majuscule, historique et nouvelle. Et le deuxième pilier sur lequel on s'appuie, c'est cette logique du multiformat que tu illustrais. Comment est-ce que par l'innovation technologique, on sans cesse se réinvente pour assurer à la fois aux utilisateurs et aux créateurs toute la palette de création possible. Des contenus courts, très courts, 15 secondes, 15 minutes, 15 heures si on veut, en live, en podcast, en VOD, en shorts. C'est vraiment dans cette logique qu'on s'inscrit. Et dans le cadre vraiment de la CTV, est-ce que justement il ne faut pas adapter, avoir une réponse spécifique, puisque je crois que lors du festival, où c'était un chiffre que vous aviez dévoilé auparavant, donc c'est 55% du temps d'écoute sur CTV, c'est des contenus de plus de 21 minutes. Absolument. Donc, voilà, il faut quand même avoir aussi une réponse adaptée pour aller accompagner cet environnement-là. En termes d'expérience utilisateur, en effet, si vous regardez YouTube sur la télévision, on ne cesse d'itérer en termes d'expérience utilisateur pour avoir un chemin de navigation qui soit le plus intuitif possible, qui mette le contenu au cœur de toute l'expérience, dans une ergonomie la plus fluide possible. Et ça, c'est un travail permanent qui prend en compte tous les signaux d'utilisation par les données. Mais du coup, on se rapproche d'une expérience, on ne fasse pas avec des formats de 15 secondes, qu'on peut alors, créer une expérience CTV, ou alors on se rapproche. Oui. Que les shorts ont aussi beaucoup de succès sur la CTV. Je vous avoue que c'est un peu un étonnement en ce qui me concerne, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une logique de multiformat qui s'installe, à la fois côté utilisateur, mais aussi côté créateur. Quand je dis créateur, c'est notamment les talents YouTube. 70% d'entre eux ont démarré avec ce que j'appelle la VOD, les contenus longs, et adoptent aujourd'hui le court. Donc aujourd'hui, tous quasiment sont dans une logique multiformat, et tu l'as bien illustré avec Kaizen. Comment est-ce que j'utilise des unités de création différentes pour faire un peu des previously, coming next, des zooms, et ça permet de prolonger la durée de vie des œuvres. Et c'est vraiment dans ce sens-là que nous, on s'inscrit. Comment, dans une logique à la fois patrimoniale, de relais d'audience pour des plateformes, pour la partie ce qu'on appelle ONO, des chaînes de diffusion, pour la nouvelle création, comment on s'inscrit comme vraiment un écrin à toute cette création, d'abord pour qu'elle puisse aller chercher les audiences là où elles sont, et puis un autre truc qu'on n'a pas évoqué, c'est le rayonnement à l'international aussi, hein. Vous avez 50% du temps passé des chaînes françaises qui se fait à l'export. Donc il y a aussi cette vocation d'être une fenêtre sur le monde. Et d'ailleurs, peut-être qu'on en reviendra, mais tous les sujets d'IA notamment vont être précieux pour ça. Comment est-ce qu'on équipe toute cette création à dépasser les frontières de la France et faire rayonner l'exception culturelle française On aura l'occasion en effet d'y revenir avec une table ronde dédiée au sujet d'IA. 30 minutes, ça passe très rapidement, donc je vous propose peut-être d'avoir un mot de conclusion sur les enjeux que vous observez chacune pour 2025. Qu'est-ce qui est priorisé du côté de vos différentes entreprises? On observe ou qu'on souhaite? Ce que vous souhaitez. Si vous le souhaitez aussi, vous pouvez mettre en avant plutôt. La liste du Père Noël, c'est ça? Voilà, la liste du Père Noël. Je peux peut-être commencer. Nous, sur TF1, chez TF1, on a sur TF1+, trois enjeux principaux d'accélération. Le premier, c'est étendre notre reach, et notamment par extension géographique. Donc aujourd'hui, on a une communauté de francophones fantastique, c'est 300 millions de personnes dans le monde. On veut vraiment être leur plateforme de référence. Donc on a commencé à se déployer en Europe, on va attaquer l'Afrique l'année prochaine. Le deuxième axe, c'est développer les usages, approfondir encore notre catalogue de contenu. Aujourd'hui, on a 25 000 heures de contenu premium long qui sont les nôtres. On propose à d'autres éditeurs tiers de nous rejoindre pour avoir la proposition la plus complète, la plus haut de gamme, la plus excitante pour cette population. Donc là, il y a Arte, comme tu me disais, qui vient de nous rejoindre, l'équipe, Deezer et d'autres vont bientôt arriver.
Donc, et le troisième axe qui est extrêmement important, c'est l'aspect monétisation publicitaire. Nous, on veut vraiment être, justement, grâce à la CTV qui ouvre un champ des possibles extraordinaire, le partenaire privilégié des marques pour leur marketing digital, avec une approche qui est très en rupture aujourd'hui pour l'écran télé, qui est d'être vraiment le partenaire full funnel, donc de la notoriété, ce qu'on fait classiquement avec des spots de 20-30 secondes, jusqu'à la conversion, donc la capacité à pouvoir acheter un produit sur sa télé et toute l'interaction qui va avec. Et donc, on déploie dès l'année prochaine toute une nouvelle gamme d'offres publicitaires qui vont permettre ça. Avec tous les enjeux en termes de format et de mesure qu'on imagine derrière. Michel? Nous, on espère, alors on a beaucoup parlé de justement la place de l'écran de télévision au sein de ces usages. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en termes d'évolution, de consommation, la plupart de nos créateurs sur YouTube, la CTV, enfin l'écran de télévision est passé devant le mobile cette année, avec en moyenne entre 35 et 40%. Et donc moi, en tout cas, je fais le pari que on va gagner, en tout cas, reprendre de la valeur face à un Meta qui a justement aussi l'hégémonie du mobile, mais à des niveaux de valeur inférieurs à l'écran de télé. Donc ça, voilà, je le souhaite pour nous tous et pour tout le marché qu'on ait cette reprise de valeur tant attendue. Et puis je dirais le deuxième sujet, c'est que nous, notre ambition, avec Emmanuel d'ailleurs qui est dans la salle aussi, Emmanuel Chin, c'est en 2025 produire ce que nous on appelle des blockbusters digitaux à fort potentiel audiovisuel, ce qui est le cas de Kaizen. L'idée c'est d'anticiper, parce que je pense qu'il y aura un avant et un après Kaizen, ça va vraiment professionnaliser cette industrie de la creator economy. Et donc nous, notre enjeu, c'est à l'instar de la télé, proposer une grille de programmation annuelle pour anticiper et modéliser les prochains Kaizen, en tout cas les prochains hits de l'année 2025, pour finalement proposer aux partenaires, aux marques de véritables carrefours d'audience. Parce que quand on voit, si on avait anticipé le succès, on savait que ça allait marcher, mais on l'avait pas modélisé dans ces proportions. Voilà, c'est un enjeu majeur pour nous. Et je terminerai encore une fois sur le fait que moi j'ai beaucoup d'espoir et je reste résolument optimiste sur un marché qui est quand même tendu, sur le fait qu'avant Kaizen ou avant d'autres exemples de formats qui voyagent sur tous les écrans et notamment en télévision, là il y avait peu de modèles. C'était compliqué de discuter avec les diffuseurs parce que finalement c'était très coercitif de déplacer un contenu imaginé par un créateur chez des diffuseurs. Aujourd'hui, on voit, je crois qu'il y a une compréhension mutuelle qui est que lorsqu'on part d'un projet talent, de ses valeurs, de ce qu'il a en tête en termes de scénarisation, de réalisation, eh bien le coût supplémentaire pour les diffuseurs, le coût incrémental pour adapter le format en télévision est finalement assez marginal. Et donc je pense que ça va être un déclencheur. On a déjà pas mal de discussions avec les diffuseurs pour imaginer des contenus et des formats et des déclinaisons en digital à la télévision et sur YouTube qui va révolutionner révolutionner l'usage. On aura sans doute l'occasion d'y revenir avec Emmanuel Chin. Je vais aller très vite, Clément, je te promets. Merci beaucoup, Justine. Je vois qu'on a moins. Continuer d'accompagner toute cette création, et notamment la création historique qui est en pleine mue. Comment être apporteur de valeur dans ce qu'on sait faire et ce qu'on essaie de faire le mieux possible, avec un engagement de mettre toute la technologie au service de cette création. Un vrai enjeu de aussi reconnaissance, et c'est ce que tu illustres, Michel, je trouve de reconnaissance de cette nouvelle création par la création plus traditionnelle. Ces talents, être youtubeur en 2024, c'est un vrai métier. J'insiste là-dessus. Bien sûr, accompagner les marques qui font cet équilibre, cette trilogie, cette trinité plutôt avec les audiences et les contenus. Et puis le troisième, qui est un chantier commun avec beaucoup d'acteurs, tout le paysage audiovisuel, c'est cette fameuse mesure totale vidéo sur laquelle travaille Médiamétrie, qu'on appelle de nos vœux, qui permettra de mesurer tous les écrans, tous les acteurs,
et donc d'être un point de référence. On a tellement besoin de simplification et de référence, donc voilà, ça va être un chantier très important et on est très heureux de pouvoir soutenir ces travaux. Merci beaucoup Justine pour ce mot de la fin. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous pour introduire cette matinée. On peut les applaudir en effet.